Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans ce deuxième épisode de Fleuve, le podcast d'entretien de la chaîne Skull Kid. Aujourd'hui, pour ce deuxième épisode, je reçois une des personnes recommandées par Noé Jacomet lors de la première émission. Il s'agit de L'Obscur. L'Obscur est le tenancier de la chaîne YouTube Le Fils de Bulle, dans lequel il parle principalement de bande dessinée, plus spécifiquement de bande dessinée franco-belge. Il possède à ce jour 12 000 abonnés, ce qui en fait la tête de cette niche spécifique qu'est le YouTube BD. Je le remercie d'avoir accepté cet entretien, lui qui déteste cet exercice. Avec lui, nous avons parlé entre autres de sa manière d'approcher l'art, de son travail de vidéaste et de ses autres intérêts. Je m'excuse d'avance pour les miaulements, bonne écoute. Bonjour L'Obscur. Salut Arthur. Bienvenue dans Fleuve. Je l'ai mis sur tes réseaux qu'on allait discuter ensemble pour cet épisode. Et du coup, j'ai reçu quelques questions de la part de gens de ta communauté. Et donc, le premier, c'est une question de chat alcoolique qui te demande si t'es plutôt team chat ou team chien. Je suis Team Chat. J'en ai trois à mes côtés en ce moment même. J'espère qu'on va pas les entendre miauler. Voilà, donc ça, c'était la question facile du début pour te mettre dans le bain. Ça va, j'ai réussi la première question. Quel est ton parcours personnel et intellectuel avant de te lancer sur YouTube? Et qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer sur YouTube? Donc moi je parle de bande dessinée sur YouTube, mais je viens pas du tout de ce milieu à la base. Moi j'ai fait des études de philosophie et j'ai décidé de parler de bande dessinée sur YouTube parce que tout simplement il y a très peu de gens qui en parlent, en tout cas du côté franco-belge. Vu qu'il n'y avait pas beaucoup de chaînes comme celle-ci, j'ai décidé de créer la mienne pour combler un peu ce petit manque que je voyais sur YouTube. Et tu étais déjà passionné de bande dessinée avant. Comment on devient passionné spécifiquement de bande dessinée? La vérité, c'est que j'ai commencé à lire de la bande dessinée, on va dire franco-belge ou européenne en tout cas, on va dire 6 mois avant que je lance la chaîne YouTube. À la base, j'étais un lecteur de comics surtout. Donc à la base, Le Fils de Bulle, ça aurait dû être une chaîne de comics en fait. Sauf que entre-temps, j'ai découvert la BD européenne et j'en suis tombé amoureux. Tu lisais pas quand t'étais petit Astérix, Tintin, tout ça? Si, comme tout le monde, mais j'avais pas un grand amour pour ces séries non plus. Genre j'aimais bien, j'ai toujours aimé Tintin et tout ça, mais c'était pas le kiff absolu de ma vie. Est-ce qu'il t'arrive de recevoir des commentaires désobligeants envers la BD, et par extension pour ta passion envers elle, de la part de personnes qui ne connaissent pas ce milieu? Et qu'est-ce que tu réponds à ce genre de remarques? Ce genre de commentaires, très peu. J'ai surtout des commentaires de gens qui aiment bien ce que j'appelle la BD de papa, tout ce qui va être Alix, Bug Danny et tout ça. Donc des gens qui lisent de la bande dessinée à l'ancienne. De là, ils apparaissent parfois dans mes commentaires pour dire que la BD actuelle c'est moche, ça veut plus rien dire et tout ça, et que la BD c'était mieux avant. Mais de gens qui lisent pas du tout de BD, j'ai pas souvenir d'en avoir eu. Je pense que la chaîne est trop petite pour que le tout venant puisse venir critiquer ma passion. Oui, mais si tu dis à ta belle-mère que t'es amateur de bande dessinée, est-ce que parfois il y a des gens comme ça qui comprennent pas? Les gens ont une vision assez mauvaise de la bande dessinée parce qu'ils la connaissent pas, mais en général, ils se permettent pas trop de critiquer. Bon, je sais pas trop ce qu'ils en pensent. Peut-être que dans leur tête, ils critiquent, mais bon. À ton avis, pourquoi la BD est-elle si mal considérée? Premièrement, c'est que ceux qui lisaient de la bande dessinée avant, comme nos parents, en gros, on va dire, ils sont restés coincés à une époque de la bande dessinée et ils n'ont pas suivi son évolution. Donc pour eux, la bande dessinée, c'est un peu un art mort où, vu que c'était mieux avant, aujourd'hui, la BD n'a plus trop d'intérêt pour eux. Deuxièmement, il y a un souci de la part de ceux qui produisent de la bande dessinée, parce qu'ils produisent quand même beaucoup de merde, hein, on va se l'avouer. Quelque chose qui vaut pas forcément le coup d'être considéré comme une œuvre d'art. Et troisièmement, c'est parce qu'on manque aussi de représentants, donc d'influenceurs ou de journalistes ou d'autres personnes, pour mettre en avant la bande dessinée en tant qu'art et montrer ses réelles qualités. Ok, du coup, mais est-ce que paradoxalement, c'est pas ce manque de regard sérieux, entre guillemets, qui permet à cet art d'échapper à certaines injonctions commerciales, ce qui confère une grande liberté aux artistes? Enfin, moi, c'est ce que j'ai l'impression, vu de l'extérieur, en regardant ta chaîne. J'ai l'impression, moi, qui viens plutôt du cinéma, que y a moins de blockbusters en BD et que du coup, il y a plus d'artistes qui sont libres de faire un peu ce qu'ils veulent, quoi. Je pense que tu as raison, il y a un peu de ça aussi. Il y a un peu moins d'enjeux en bande dessinée, dans le sens où pour faire un film, il faut aligner des millions, des centaines de millions pour produire un film. En bande dessinée, ça coûte quand même beaucoup moins cher. Je pense que ça se compte en milliers ou en dizaines de milliers d'euros, peut-être un peu plus pour Astérix et tout ça, mais en moyenne, ça doit être ça, quelques milliers d'euros. Donc s'il y a un échec, c'est un peu moins grave quand même. Donc je pense qu'effectivement, les auteurs de BD sont peut-être un peu plus libres que dans certains autres arts. Mais est-ce que c'est pas paradoxalement aussi le fait que qu'ils soient moins bien considérés, qu'ils soient de niche, qui leur permettent d'échapper à la vigilance un peu des gens et des financiers? Je suis pas du tout sûr de ce que j'avance, hein, mais j'imagine. En fait, on retrouve un peu ce côté-là dans tout ce qui est blockbuster. Donc, ça va être les grandes séries des éditeurs qui cotent un peu. Mais là où les auteurs sont vraiment libres, c'est plutôt dans la bande dessinée indépendante.
Et ça, c'est pas tant Oui. qu'elle est mal considérée par le public, c'est surtout que, bah, le public, il n'en a même pas connaissance. Autre question, pourquoi tu te centres spécifiquement sur la bande dessinée européenne et quasiment jamais sur la production nord-américaine, japonaise ou autre? Alors que sur le papier, c'est le même art. Alors, concernant la BD américaine, les comics, on l'a déjà en fait abordé sur la chaîne et on va aborder encore quelques comics sur la chaîne bientôt. Il y aura notamment Mouse et les œuvres de Chris Ware. Et en fait, j'ai parlé plusieurs fois de comics sur la chaîne, mais ça se remarque pas forcément parce que les comics dont j'ai choisi de parler ressemblent en fait fortement à de la BD franco-belge. Oui, genre Will Eisner. Will Eisner, par exemple, ouais. Ça, techniquement, bah, c'est du comics. Mais oui, je parle pas de comics de super-héros, ni de manga, tout simplement parce qu'en fait, il existe déjà des centaines de chaînes sur les mangas avec des gens qui s'y connaissent bien plus que moi. Donc, je me sens pas forcément légitime à prendre leur place et à parler pour eux. Et pour les comics, c'est un peu pareil. Il y a déjà plein de chaînes YouTube sur les comics, beaucoup plus que de chaînes sur la BD franco-belge, alors que paradoxalement, il y a beaucoup moins de lecteurs de comics, en France en tout cas. D'accord, mais tu considères pas qu'il y a une différence de nature spécifiquement entre les BD françaises, enfin européennes, et puis les BD américaines et les BD japonaises, etc. Pas de différence de nature. Par contre, je pense que selon ta région d'origine, tu as une façon différente d'aborder la bande dessinée. Il y a des clichés, on va dire, qui se retrouvent plus dans les mangas que dans le franco-belge, ou plus dans les comics que dans le manga, par exemple. Mais ça reste bien sûr le même art avec les mêmes codes, les mêmes méthodes, le même travail sur la composition de planches et tout. C'est juste que bah forcément, selon ta culture, tu abordes l'art différemment, c'est tout. Oui, mais c'est pareil dans tous les arts. Le cinéma, c'est pas pareil quand tu nais indien que quand tu es né américain. Voilà, Bollywood, c'est pas pareil que Hollywood. Pourtant, bah, ça reste du cinéma. Ouais, attention, par contre, le cinéma indien ne se limite pas à Bollywood, mais c'est un peu compliqué. Est-ce que tu peux citer quelques auteurs ou séries qui sont essentiels pour la culture BD selon toi? C'est le moment de balancer des recos. Je vais en prendre 3. D'accord. Le premier, ce serait Maus, Mouse, de Art Spiegelman. exactement, de Art Spiegelman, un des premiers romans graphiques et celui qui a peut-être popularisé la bande dessinée au grand public et qui a montré que la bande dessinée pouvait parler de choses importantes. Et au-delà de ça, comme on le verra dans ma vidéo quand elle sortira, c'est aussi un chef-d'œuvre de construction BDesque en fait. Au niveau de la composition, c'est excellent. Il n'y a pas que le thème de Maus qui compte. Bien sûr, le devoir de mémoire, c'est important, mais il y a aussi l'œuvre en tant que bande dessinée, comment elle a été conçue, ça c'est vraiment une œuvre exceptionnelle aussi de ce point de vue-là. La deuxième, je dirais Lapino et les carottes de Patagonie, parce que Mhm. c'est l'œuvre qui, moi, m'a fait comprendre le pouvoir de la bande dessinée. Lapino et les carottes de Patagonie, c'est une BD qui ressemble à rien vu de loin. C'est les aventures très peu structurées en improvisation d'un lapin qui est très mal dessiné. Et c'est un des plus gros chefs-d'œuvre de la bande dessinée selon moi. Et troisièmement, quelque chose de plus récent qui est sorti il y a 1 ou 2 ans, ce serait Le Grand Vide de Léa Muriawek, que je sais toujours pas prononcer, je suis désolé, qui est selon moi le fer de lance de ce qui se fait le mieux actuellement en bande dessinée indépendante. Je pense que c'est une BD qui pourrait convertir beaucoup de monde à la bande dessinée, si les gens prenaient le temps de s'y pencher sérieusement. Et alors, encore une question sur un auteur, mais cette fois-ci, elle est de moi et c'est pour être polémique. Tu penses quoi de Moebius? Joker, Voilà, le but c'était de te fâcher avec tous les trous fans de BD. je pense qu'un jour je consacrerai un épisode sur Mobius, mais Ouais. le moment n'est pas encore venu. Récemment, on a changé d'année, et donc on a eu le top des meilleures ventes du marché de l'édition en France. Et les deux premiers, je sais pas si t'as vu, c'était le tome Eric 22 de Segas. Gaston et le tome 40 d'Astérix, en effet. Et oui. Pourquoi les nouveautés peinent à se vendre dans le monde de la BD au profit de vieilles franchises, à ton avis? Premièrement, parce que les anciens lecteurs de BD ont totalement abandonné. Ils n'ont pas réussi à prendre le train en marche, on va dire. Ils sont restés coincés dans l'ancienne façon de faire de la bande dessinée. J'ai l'impression qu'ils sont moins touchés que la nouvelle génération par les bandes dessinées qui vont être plutôt de la tranche de vie ou peut-être du documentaire ou en tout cas la nouvelle vague de la bande dessinée. Il y a vraiment, j'ai l'impression, une scission entre le monde d'avant et le monde d'aujourd'hui parmi les lecteurs de bande dessinée. Et secondement, c'est un problème aussi de connaissance de la part du grand public, comme j'ai dit tout à l'heure, parce que quand t'entends que dans ta famille, il y a quelqu'un qui est fan de bande dessinée, tu vas aller plus vers la facilité, vers des choses que toi tu connais au moins de nom. Donc forcément les grands noms d'avant, donc ce qui va être Astérix et Gaston, pour reprendre les deux exemples que tu as cités. Et ils vont plus rarement essayer de faire découvrir quelque chose aux membres de leur famille ou à leurs amis. Ils vont vraiment aller vers la sécurité de peur de se tromper, au lieu d'essayer de faire vivre de nouvelles expériences de lecture à leurs proches.
Et ça, c'est un peu dommage, je pense. Et en plus, ce qui est frappant, c'est que les exemples en particulier, c'est, il y a des vieilles séries qui essayent de se renouveler, mais là, Astérix et Gaston, c'est vraiment on essaye de faire comme l'auteur original. Alors qu'il y a certaines séries comme Spirou ou même comme Lucky Luke maintenant qui essayent d'innover en mettant de nouveaux auteurs, de nouveaux styles, mais là, vraiment Oui, mais après, c'est pas exclusif à la bande dessinée, ça. Le côté nostalgie, essayer de faire revivre des anciennes séries, des anciennes œuvres. ah ouais, On voit aussi en ce beaucoup dans moment, le c'est partout, cinéma oui. ou dans les même en roman, ça commence à venir un peu. Donc c'est pas vraiment exclusif à la bande dessinée, c'est plus, je sais pas, là, c'est un peu dommage. Mais je me dis que quand on sera peut-être plus vieux, on sera peut-être le même genre de personne. Ah bien sûr, oui. Pour l'instant, on est jeune, on a envie de découvrir des choses, d'expérimenter, mais peut-être que dans 10, 20 ans, le fils de Bulle, bah, il va Il recycler sur, des séries dont il a déjà parlé. Peut-être que je vais être ouais. nostalgique, peut-être que je vais être lassé, que j'arriverai plus à suivre ce qui se fait, Ouais, peut-être. tu parleras du 30e tome de la 5e époque de Donjon. Exactement, et toujours avec plaisir. Alors on va parler, là on parlait de BD, on va parler un peu plus du côté l'obscur, le youtubeur. Est-ce que tu penses un jour pouvoir atteindre le million d'abonnés et qu'est-ce que tu ferais si ça arriverait? Je pense que je l'atteindrai jamais parce que ma chaîne est trop de niche, c'est trop spécifique. Ça aurait pu être possible si j'avais soit du meilleur matériel ou si j'étais peut-être plus intelligent dans ma manière de faire. Si j'attirais peut-être plus le clic, que je changeais un peu la manière dont je construis mes épisodes pour être plus grand public. Peut-être que ce serait possible d'atteindre au moins peut-être 100 000, 200 000 abonnés, je pense. Il me suffirait pour ça, par exemple, de faire que des vidéos sur Astérix ou Tintin et tout ça. Je pense que c'est très possible hein, de faire beaucoup de vues en parlant de bande dessinée. Mais malheureusement, j'ai choisi de parler de bande dessinée que personne ne lit. Donc ma chaîne n'est regardée par personne. Enfin, il y a des chaînes de niche qui atteignent les 200 000 abonnés quand même. Ça existe. Oui, ça existe parce que ceux qui produisent ces chaînes sont des gens qui ont compris comment ça marchait. Moi, je débarque un peu de nulle part et le fils de Bulle pourrait atteindre un certain nombre d'abonnés. Mais pour ça, il faudrait que je me tue à la tâche parce que c'est quand même beaucoup de travail. Ah ok. C'est pas que une histoire de ligne éditoriale du coup. Il y a un peu des 2 parce qu'évidemment, je travaille déjà beaucoup. Là, ma vidéo sur Oui. Moz, ça m'a pris 20 heures déjà. J'aurais pu mieux utiliser ce temps, ces 20 heures, pour faire une vidéo qui soit peut-être mieux produite ou mieux écrite, ou qui soit plus agréable à regarder, plus dynamique et tout ça. Ça compte aussi. Donc il y a le Mais on peut. côté technique ou matériel et il y a le côté ligne éditoriale. Oui. Bah après ça viendra peut-être avec les ans et les capacités qui s'améliorent. Et si j'avais 1 million d'abonnés, pour revenir à ta question, bah, je ne sais pas ce que je ferais. Je pense que j'aurais du mal à réaliser à quel point ça pourrait changer ma vie. Déjà de vivre de ma chaîne, et ensuite d'avoir autant de personnes qui t'écoutent. Le fait que ta voix ait vraiment une influence qui se ressent, peut-être dans le monde ou en librairie, je sais pas. Peut-être que je deviendrai un connard aigri, peut-être que je deviendrai quelqu'un avec un ego surdimensionné, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Mais là en l'état, 12 000 abonnés, ça te va. Ça me va tout à fait parce que quand j'ai lancé ma chaîne, mon objectif, c'était d'avoir 1 000 abonnés. Donc, je l'ai largement dépassé. Donc, Alors, question spectateur, mais c'est pas que un spectateur, je crois, il s'appelle Pete, et je crois que tu le connais. c'est un très bon ami. Alors Pete demande combien de temps mets-tu pour écrire ton script, tourner puis monter tes vidéos? C'est pas relou à force, et comment fais-tu pour rester autant discipliné sans en vivre? Moi, je vais me baser sur Mouse, du coup, parce que c'est la dernière vidéo que j'ai faite. Sans compter la lecture et la relecture de l'œuvre, je pense qu'il y a environ 6 heures d'écriture et une dizaine d'heures de montage. Et le reste, c'est de l'enregistrement ou de la prise de vue quand je filme la BD et tout ça. Donc, ouais, environ une vingtaine d'heures pour une vidéo qui fait 30 minutes. Et j'imagine que le secret de ta régularité, c'est tout simplement que t'aimes ça aussi. J'espère. Sinon c'est embêtant. En fait, à la fois, j'aime bien monter, ça me procure un peu de plaisir et en même temps, sur la durée, ça me rend complètement fou. Oui. Et si je tiens autant de temps, c'est aussi parce que créer des vidéos, c'est une de mes seules passions aujourd'hui. Il y a des gens qui font plein de choses différentes comme, jouer aux jeux vidéo, regarder des séries, faire du sport et tout ça. Et moi, mes passions principales actuellement, c'est lire des bandes dessinées et faire des vidéos. Je joue de temps en temps, je regarde des films de temps en temps, mais on va dire 80 de mon temps libre, c'est faire des vidéos. Parce que, je sais pas, j'ai besoin de m'occuper, j'ai besoin de produire quelque chose. Sinon, j'ai l'impression de perdre un peu mon temps. D'ailleurs, ça me vient une autre question, là, comme ça. Tu préférerais sortir une vidéo de 10 minutes par semaine ou une vidéo de 2 heures chaque année? Mais très bonne vidéo de 2 heures. Faire des vidéos de 2 heures chaque semaine. Si vraiment je vivais de mon activité, ma chaîne elle serait incroyable. Les gens ils pourraient plus suivre. Tellement il y aurait de production. Ce serait incroyable. Ah, parce que moi qui suis pas mal consommateur de vidéos YouTube, j'ai remarqué que quand même, en général, plus les chaînes duraient, plus ça allait vers des vidéos, des très grosses vidéos, mais beaucoup moins régulièrement. Bah, c'est déjà un peu ce qui va se passer sur la chaîne du Fils de Bulle, vu qu'on va passer de
une vidéo de 15-20 minutes toutes les semaines à des vidéos de 20-40 minutes, mais 2 fois par mois. Ouais. Il y a déjà ça qui est en train de se profiler. Et si Et je puis me sinon, je permettre, je trouve que c'est un très bon choix, hein. ouais, j'avais déjà quelques abonnés qui avaient du mal à suivre le rythme. Question sur le l'obscur youtubeur. Est-ce que tu penses pouvoir rester anonyme indéfiniment? Genre là, on connaît pas ton nom ni ton visage à l'heure actuelle. La vérité, c'est qu'il y a déjà des gens qui ont trouvé mon identité et d'autres personnes à qui je l'ai dévoilée au fur et à mesure du temps, notamment certains auteurs ou d'autres youtubeurs et tout ça. À partir de là, on sait très bien que les informations peuvent fuiter plus ou moins facilement. Ça dépend de la discrétion des autres personnes. Mais dans l'idée, j'aimerais bien rester anonyme encore. Qu'est-ce que tu penses de tes toutes premières vidéos? Est-ce que tu arrives à les regarder? Je les assume plus tellement. J'aurais adoré faire un format où je revisionne mes anciennes vidéos. En live, par exemple, ça aurait pu être sympa, avec les Oui. réactions des abonnés en même temps et tout ça. Malheureusement, j'ai pas le temps et pas le matériel pour le faire, mais ça m'aurait permis de corriger certaines choses que j'ai pu dire dans mes anciennes vidéos. Je pense qu'elles restent intéressantes, ces vidéos, mais je pense que c'est mieux maintenant. Ok, ok. Quel est ton regard sur la production YouTube francophone actuelle? C'est assez polarisé parce que d'un côté, les grosses chaînes mainstream, je les trouve de moins en moins intéressantes. Ça ressemble vraiment à de la télévision où c'est du contenu fast-food, on va dire. Mais à côté de ça, il y a beaucoup, je trouve, en ce moment, de nouvelles chaînes qui commencent un peu à émerger. Des chaînes avec 2000, 3000, 4000 abonnés et qui font vraiment du travail monstrueux avec en plus des montages incroyables, bien meilleurs que les miens. Je pense que YouTube est toujours une bonne plateforme pour découvrir de nouveaux sujets et de nouvelles personnalités. J'y pensais là quand tu me disais, quand tu me parlais des gens qui parlent de manga, et j'ai pensé à la chaîne, bah, c'est pas une petite chaîne YouTube, c'est la chaîne YouTube d'Arte, mais qui ont recruté les créateurs de la chaîne Le Mock, et qui font une fois par mois une vidéo sur une œuvre littéraire, et parfois ils parlent de BD. Le MOC, c'est une chaîne que je suivais quand ils étaient pas avec Arte, quand ils faisaient juste leur truc sur Ouais, leur voilà. chaîne. C'était une chaîne que j'aimais beaucoup. Donc là, le fait qu'ils travaillent avec Arte, en plus, leurs productions vidéo sont très bonnes. La vidéo qu'ils ont faite sur Mouse, Ok. il n'y a pas d'analyse de planches ou de trucs matériels, mais ils parlent quand même très bien de bande dessinée et d'œuvres en général. Le MOC, c'est vraiment deux personnes que je respecte à fond. Vraiment, tout mon soutien à ces deux personnes. Et je continue à regarder leurs vidéos sur Arte avec plaisir. Peut-on espérer voir une bonne BD de YouTubeur un jour? Question polémique, une fois de plus. C'est totalement possible. Il n'y a pas de contradiction entre être un youtubeur et faire de la bonne BD. Il faut juste que ce soit authentique et que la personne ait vraiment cherché à comprendre ce qu'était la bande dessinée. Mais dans les faits, 90% du temps, bah, c'est des BD assez médiocres. Et ça, c'est vraiment dommage. D'ailleurs, bah tiens, je la pose tout de suite. Question de spectateur, entre parenthèses, Durian. Est-ce que tu as des projets hors YouTube que tu veux partager? Le seul projet dont je peux parler, ce serait justement de publier une bande dessinée. Mais le temps n'est pas encore venu. On est encore en train de travailler dessus. D'ailleurs, tu dessines, maintenant que j'y pense? Tu sais dessiner ou tu as un Pas illustrateur avec toi? Pas du tout, je serais seulement Ah, scénariste. J'aurais adoré savoir dessiner. Même pour produire ou réfléchir une bande dessinée, c'est beaucoup plus pratique quand tu sais dessiner en fait. Quand tu fais seulement l'écrire, même si tu essayes de faire un storyboard et tout, il y a une partie de la connaissance du dessin qui fait que tu peux pas imaginer par exemple certains plans ou certaines manières d'imaginer la scène en fait. Enfin, ne pas savoir dessiner, c'est très frustrant dans ce sens-là. Parce que quand t'écris, c'est pas forcément comme ça devrait être dans la bande dessinée. tiens, question. Pourquoi as-tu quitté Twitter? Parce que j'ai remarqué que tu avais quitté Twitter en préparant cette vidéo, avoir cet entretien. J'ai quitté Twitter parce que ce réseau me rendait dépressif. Ah ouais, à ce moment-là. J'ai déjà un peu tendance à la dépression dans la vie en général, mais Twitter l'a vraiment amplifié, quoi. Parce qu'en fait, sur Twitter, je vois passer que des posts de gens qui donnent leur avis sur tout et rien, et l'algorithme fait qu'ils essayent de pousser les posts avec lesquels bah, t'es moins d'accord pour te pousser à réagir dessus. Ce qui fait qu'en fait, toute la journée, tu vois des gens dire des choses qui vont t'affecter. Et ça, c'est vraiment insupportable. Et ça te pousse toi-même, du coup, à réagir et à participer à cette toxicité ambiante. Et tous les gens que j'apprécie, les youtubeurs, les streamers et tout ça, quand je vois leur prise de position sur Twitter, même sur des choses futiles et banales, je me mets un peu à les détester en fait. Parce que j'ai l'impression que tout le monde est un peu aigri, que tout le monde essaye de titiller les autres, et ça, je trouve ça vraiment insupportable. Ça apporte beaucoup de négativité, oui, si on scrolle trop Beaucoup de négatifs. longtemps. Oui. J'avais pas envie de voir ça en permanence dans ma journée, d'avoir accès à ça dans ma poche tout le temps. Et en fait, je suis beaucoup plus heureux depuis que j'ai arrêté Twitter. Et encore, je suis resté Ok. sur Twitter, je pense, une année à peine. Donc Ah bon? j'imagine l'état d'esprit de ceux qui y sont depuis Ouais, 2, 3, 5, 10 ans. Le nombre de posts toxiques qu'ils engrangent en eux-mêmes, le nombre de débilités qu'ils voient, ça doit rendre fou. je comprends.
Alors, est-ce que tu as d'autres intérêts que la BD et que la création de vidéos? Dans la vraie vie véritable, je suis libraire, attention, information Oui. personnelle, et Mmh. je suis libraire de sciences humaines. Fait que je lis beaucoup, de livres de sciences humaines. En ce moment, je lis beaucoup de littérature féministe et d'essais féministes, par exemple. Et parfois, il m'arrive de jouer un peu aux jeux vidéo. Parfois un peu trop, selon ma femme. Et ça dépend. Ça dépend vraiment, en fait. En fait, j'aime beaucoup jouer aux jeux vidéo, mais il y a très peu de jeux vidéo qui me parlent vraiment, en fait. Ah Donc oui? quand je trouve un bon jeu vidéo, je peux y passer 2 semaines, d'affilée parce que je suis vraiment à fond dedans. Je trouve que le gameplay est super intuitif et vraiment exaltant, et à Oui. côté de ça, je peux passer 2 ou 3 mois sans jouer aux jeux vidéo parce que, je trouve rien à Tu me trouves mettre sous rien? la dent. Et dans les, autres intérêts que la BD, j'avais noté comme exemple philosophie, rap, cinéma. Alors, j'ai écouté du rap pendant 10 ans, maintenant j'en écoute plus du tout. Je suis passé à la chanson française, à la variété, Ah, et c'est dans si la je peux continuité. citer 2 chanteurs, je dirais Jacques Bertin, pour le plus vieux, Mmh. qui fait des chansons incroyables, et Je pour connais un pas plus du tout. récent, je dirais Yves Jamais, qui est un ouvrier, en fait, qui a été découvert par, Patrick Sébastien, Oui. donc c'est quand même un un gage de qualité. Pour Yves Jamais, je vous conseille d'écouter Je passais par hasard. Si ça vous touche pas, Mmh. c'est que vous n'avez pas de cœur. Alors aussi, le 1er invité qu'on a eu dans cette émission, c'était Noé Jacomet et Noé Jacomet, lui, il est fan de Baruch Spinoza, chacun Mmh. ses idoles. Et toi, tu as David Hume. Alors, comment est-ce qu'on devient adepte d'un philosophe si éloigné dans le temps et de surcroît pas si connu? Et est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce monsieur? Quand j'ai commencé mes études de philosophie, j'étais plutôt de la team réaliste, essentialiste. J'étais un peu croyant, je croyais en Dieu et je pensais que l'homme avait une essence qui était différente de celle de la femme et tout ça. Et un jour, j'ai lu Enquête sur l'entendement humain de David Hume, qui est, pour le situer dans l'histoire de la philosophie, le livre empirico-sceptique le plus important de l'histoire de la philosophie, qui était tellement marquant que Kant a voulu y réagir, et c'est pour ça qu'il a écrit Critique de la raison pure. C'était pour répondre aux arguments de Hume, tellement ils étaient puissants. Et c'est en lisant Enquête sur l'entendement humain de David Hume que j'ai fait un changement drastique dans ma vie au niveau de mes idées, de ma façon de concevoir le monde et d'aborder tous les sujets. Mais tu déjà commencé à parler de Hume dans une vidéo sur le bon goût, il me semble? Dans la vidéo, j'avais parlé du côté esthétique de Hume, de ce qu'il disait Oui. sur les arts. Et moi, ce qui m'avait marqué à l'époque, et ce qui a changé ma vie, c'était la vision épistémologique de Hume. Sa philosophie de la connaissance, en fait. Comment l'être humain parvient à forger ses connaissances et du coup aussi ses croyances. C'est ça qui m'avait profondément marqué à l'époque. Donc j'en ai pas encore parlé sur ma chaîne YouTube. C'est un peu compliqué comme sujet à placer dans une vidéo Oui. qui parle de bande dessinée. Donc le côté esthétique, c'était plus simple. Mais j'espère un jour pouvoir en parler. C'est l'avantage d'avoir une chaîne YouTube, c'est qu'on peut parler de trucs. Surtout sur ma chaîne, en réalité, j'ai abordé déjà plein de sujets différents. Pas que de la BD, oui. Pas que de la BD. Même si ça part de BD, ça va parfois ailleurs. On se souvient d'une BD où tu expliquais ce que c'était que l'anarchisme ou un truc comme ça. Une de tes vidéos. Oui, on avait parlé de Proudhon dedans. Oui, voilà. C'est pour ça, du coup, je perds pas espoir qu'on parle de l'enquête sur l'entendement humain de David Hume Voilà. un Faut juste jour. trouver une BD qui a le sujet qui va avec. Ça va être plus dur. Alors, est-ce que tu penses que l'éducation au goût esthétique puisse être mieux répandue? Je pense que tout le monde s'intéresse à l'art, c'est juste qu'on cherche pas forcément les mêmes choses dedans. Et moi, j'ai rien contre les personnes qui veulent juste consommer des blockbusters, que ce soit au cinéma, en bande dessinée ou en littérature et tout ça. Chacun trouve dans l'art ce dont il a besoin. Je trouve ça juste dommage que les gens ne poussent pas leur curiosité assez loin pour aller découvrir de nouvelles choses, de nouvelles façons de faire. Mais après, Non, ça me fait oui. penser d'ailleurs que j'avais prévu d'écrire une vidéo sur la différence entre l'art populaire et l'art de masse. Peut-être un jour sur la chaîne, je répondrai à la question que tu viens de me poser. Ou alors, regardez Chronique des Bois Perdus numéro 2, pour lequel j'aborde vite fait ce sujet. Pour les 100 personnes qui regardent cette émission. C'est déjà bien 100 personnes. Oui, Parce c'est déjà que bien, oui. je te rappelle qu'on commence avec 0 abonnés sur YouTube. Oui, bah, il me semble que la première vidéo que j'ai postée, j'avais déjà 6 abonnés, c'était des potes, hein. Et à l'heure actuelle, je dois en avoir ça un peu plus de 100. Pas mal déjà. Tu devrais être fier de ce que tu as accompli jusqu'au. Oui, c'est vrai. C'est juste que tu m'as dit tout à l'heure 1000 abonnés en un an. Pas sûr d'y arriver, mais bon, pas très grave. Oui, mais alors, petite précision, 1000 abonnés en un an, mais je pensais ensuite rester à 1000 abonnés pour le reste de ma vie. Ah oui, oui, bien sûr. Faut quand même atteindre les 1000, quoi. Ça viendra. Mais oui, ça viendra. J'espère. Enfin, du coup, dernière question. Y a-t-il quelqu'un que tu souhaiterais voir dans les prochains épisodes de Fleuve? Hypalage. Ipalage, bah, je le contacterai du coup. Parce que c'est vrai que en ce moment, Fleuve, c'est surtout des youtubeurs, mais c'est parce que c'est beaucoup plus accessible que de contacter des artistes renommés, quoi. Mais bon, je suis très content d'interroger des youtubeurs dont j'aime le travail. Ouais, je pense que ce serait bien d'avoir Hypalage parce que peut-être que tu t'attendais à ce que je te cite
des youtubeurs dont tu connais déjà les noms, en fait. Mais je voulais justement te Oui, surprendre en te proposant quelqu'un d'autre. oui. C'est vrai que Hypalage est moins connu, mais tout aussi intéressant. Eh bien, merci l'Obscur de ton temps. Merci à toi.